Merci à tous les deux pour cette redécouverte du célèbre domaine des grottes de Han sous un angle économique. Il est temps à présent de retrouver Laurent De Smet, notre fameux Dr Sales, pour son regard aiguisé sur les techniques imparables de la vente et du marketing qui feront de vous un expert. Laurent, docteur, c'est à vous. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Pour commencer aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite confidence. Je déteste la vente. En tout cas, quand je vous dis que je la déteste, je l'ai certainement détestée il y a 25 ans quand j'ai commencé ma carrière de commercial dans le transport. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'ai vite eu l'impression que mon métier consistait surtout à retenir des argumentaires hyper préparés en un temps record et les délivrer à mon client pour pouvoir le convaincre, le closer et passer immédiatement au client suivant. Et donc, j'ai été assez malheureux de cet état de fait, au point même de vouloir abandonner ce métier. Et je me souviens du jour où je me suis dit, bon, je fais mes 3 ou 4 derniers rendez-vous et après j'arrête. Eh bien, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Comme j'avais décidé d'arrêter d'argumenter et que j'étais quasiment convaincu que je me ferais virer et que j'allais changer de métier, eh bien, j'ai commencé à mettre ce temps à profit pour écouter mes clients, les faire parler de leur entreprise. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas plus en savoir sur cette boîte, elle pourrait peut-être me recruter. Et donc, j'ai passé un rendez-vous, 2 rendez-vous, plusieurs rendez-vous comme ça, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mes rendez-vous ont conclu. Et finalement, mes résultats ont explosé en un temps assez rapide. Et là, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. J'ai réalisé qu'en fait, la majorité des gens détestaient la vente parce qu'en fait, ce métier est mal compris, parce qu'il est mal pratiqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, de complètement changer de bord et de faire finalement de ma mission de vie une mission simple. J'ai décidé de faire aimer la vente aux gens, et donc j'ai décidé de la faire aimer à un maximum de personnes, et je l'espère donc à vous. De vous à moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite histoire? Comment est-ce que vous l'avez vécue? Qu'est-ce que ça vous a provoqué? Et peut-être que vous allez réussir à en déduire le titre de cet épisode, ou en tout cas son thème. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de storytelling. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le storytelling est quelque chose qui est totalement sous-estimé dans la sphère commerciale. Alors non, il ne s'agit pas de vous transformer aujourd'hui en scénariste ou en affabulateur professionnel. J'ai pas envie qu'on renforce le cliché une fois de plus que les commerciaux sont quand même de sacrés baratineurs ou de grands raconteurs de salade. Non. Mais le storytelling, c'est quelque chose qui connaît énormément d'applications en marketing, en communication politique, et curieusement, les vendeurs ne s'en servent pas. Or, il faut comprendre l'intérêt fondamental des histoires. Et si on remonte très loin en arrière, on se rend compte que les histoires ont un rôle fondamental. Dans son excellent livre « Sapiens », Yuval Noah Harari nous explique que l'histoire, finalement la fiction, participe à la première grande révolution de l'être humain, la révolution cognitive, qui a eu lieu il y a à peu près 70 000 ans. Et qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Eh bien, grâce au fait qu'on a réussi à se fédérer autour d'histoires, de mythes collectifs, on a réussi à nous organiser sur des sociétés beaucoup plus grandes que simplement la tribu, parce qu'elles croyaient aux mêmes choses et se racontaient les mêmes histoires. Et vous vous rendez donc compte que notre cerveau de Homo sapiens, notre cerveau a été forgé par 65 000 ans d'histoires racontées au coin du feu, les histoires de nos ancêtres, les histoires de héros, de légendes, et ainsi de suite. Ça fait quand même plus de 3000 générations qui se sont transmis des informations, des codes sociaux, tout ça sans la moindre écriture et sans le fait qu'on n'ait jamais écrit encore un texte de loi. C'est extrêmement puissant. Ces histoires vous sont encore utiles aujourd'hui. Et vous le savez depuis toujours parce que vous-même, quand vous voulez faire passer certains codes à vos enfants, vous utilisez des histoires. Regardez-vous aujourd'hui, quand vous racontez le petit chaperon rouge, eh bien, vous racontez à vos enfants de ne pas parler à des inconnus ou de ne pas traîner dans des endroits louches. Eh bien, c'est l'utilisation de l'histoire qui fait comprendre quelque chose sans pour autant le pointer du doigt. Même chose, si vous devez apprendre à un enfant à faire un lacet, eh bien, beaucoup d'entre nous ont utilisé la petite histoire du lapin qui sort du terrier, faire le tour de l'arbre et ainsi de suite. Ce sont des histoires. Pourquoi les histoires fonctionnent? Eh bien, parce qu'elles ont un impact majeur sur notre cerveau. Qu'est-ce que provoque une bonne histoire? D'abord, elle provoque quelque chose dont vous avez besoin commercialement, de l'attention. Une histoire capte immédiatement l'attention du public. Imaginez que vous avez une salle ou une classe de maternelle remplie d'enfants qui braillent dans tous les sens. Si vous voulez capter leur attention, vous pouvez toujours essayer de crier plus fort qu'eux. Je vous souhaite bon courage. Par contre, vous pouvez commencer à leur dire tout simplement « Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse qui avait adopté une licorne » et bim, vous récupérez l'attention de toute la classe. Pourquoi? Eh bien parce que notre cerveau, il est sur une espèce de double contrainte. D'un côté, il adore repérer des schémas prévisibles et il adore repérer des schémas de répétition. Et quand on commence une histoire, eh ben, notre cerveau
cerveau sait qu'il va y avoir un début, un milieu et une fin probablement heureuse. Donc, il est attentif à ça. Mais un truc qui excite encore plus notre cerveau, c'est de savoir qu'il y a un élément imprévisible qui arrive. Et donc, cet élément imprévisible, c'est ce qui rend les histoires aussi intéressantes. Dans toute bonne histoire, il y a un twist. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui nous plaît. Et donc, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'une série comme Game of Thrones est devenue extrêmement célèbre, parce que quelque part, elle était totalement imprévisible. On ne savait pas qui allait mourir, mais d'un autre côté, on était certain qu'au bout d'un certain nombre de saisons, on aurait quand même droit à une conclusion. Donc, ça capte l'attention. Une deuxième chose qui est très utile, c'est qu'une histoire va générer de la confiance. Et oui, quand vous la racontez sur ce ton-là, une histoire, ma petite histoire personnelle en l'occurrence, m'a montré plus vulnérable, plus humain, et donc, du coup, je parais beaucoup moins menaçant pour mon interlocuteur. Et puis, je me suis ouvert à vous. Et en m'ouvrant à vous, j'induis quelque chose de réciproque. Vous allez, d'une façon ou d'une autre, être plus tenté de vous ouvrir à moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que pour bien comprendre vos besoins et bien comprendre vos problématiques, j'ai besoin que cette confiance soit là. Troisième élément clé, la mémorisation. Les histoires nous permettent de mémoriser beaucoup plus d'informations que des données brutes. On mémorise beaucoup mieux parce que quand vous les mettez dans une histoire, votre cerveau est obligé de faire des liens avec vos sens, avec des images, avec des émotions. Et ça, ça garantit un ancrage très profond, grâce aux émotions et à notre imagination, des histoires, des éléments contenus dans l'histoire. Et puis, dernier point super important, une histoire contient du sens et donne de la motivation. Oui, les histoires donnent du sens à nos propositions de valeur. Comprenez ceci, les histoires n'expliquent pas, elles font comprendre les choses. Notre cerveau peut réfuter ou mettre en doute des données brutes. Mais une histoire n'est pas réfutable par le cerveau. Ça n'est qu'une histoire. Et d'ailleurs, mon histoire, telle que je vous l'ai racontée, vous donne du sens, à savoir qu'elle vous explique pourquoi je fais mon métier. Vous avez quelque part compris mon why. Et quelque part, avec ce pourquoi, avec cette compréhension même de la raison qui fait que j'ai décidé de faire aimer la vente aux gens, eh bien, vous n'avez plus forcément l'impression d'être face à un consultant qui est juste venu là pour vous facturer de la prestation. Vous êtes évidemment beaucoup plus ouvert à marcher avec moi. Surtout, ces histoires mettent en scène des drames à travers lesquels tous vos clients vont pouvoir saisir l'utilité de vos propositions, de vos produits et de vos services. Une histoire, c'est fait pour déclencher des prises de conscience. Et en plus, elle provoque des envies de ressentir les émotions qui sont à l'intérieur de l'histoire. D'une façon ou d'une autre, vous avez peut-être ressenti l'émotion de détester son métier. Et peut-être aussi, vous avez voulu ressentir cette émotion de pouvoir aimer la vente. Et c'est ça qui m'intéresse. Or, vendre, c'est précisément cela. Vendre, c'est précisément avoir envie de provoquer 3 choses dans le cerveau de nos clients, dans un ordre précis. D'abord, provoquer de la confiance, parce que sans confiance, je ne peux rien vendre à qui que ce soit. Je dois d'abord, à un moment donné, créer un climat de confiance, les histoires le font. Ensuite, je dois provoquer une deuxième chose qui est le désir de changer. Et effectivement, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, c'est pour qu'il change une façon de faire, c'est pour qu'il change une routine, c'est pour qu'il apporte une solution à un problème. Une vente, c'est toujours un changement, on vend toujours du changement. Et puis, le désir de ce changement n'est pas suffisant. Il faut la sortir en plus d'une envie de passer à l'acte maintenant. Et c'est aussi ça que permettent les histoires, parce que quelque part, elles contiennent des éléments de motivation qui font que comme le héros résout son problème, vous avez aussi envie de le faire. Et donc, toutes les histoires obéissent au même schéma. Vous allez retrouver, on pourrait le faire en 7 ou 12 étapes, mais en 3 étapes toutes simples, vous savez qu'une histoire contient d'abord un setting. Le setting, c'est la situation de départ. C'est une situation qui est jugée normale, qu'elle soit pénible ou pas, qui est jugée immuable, et en fait, à la base, dans ce setting, on ne sait pas très bien qui va être le héros. Le deuxième élément qui vient tout perturber, c'est une crise, un conflit, un choc, un problème. Quelque chose qui va chambouler tout le setting et qui va finalement faire émerger le héros, parce que c'est à partir de ce choc que le héros va décider d'essayer de solutionner ce problème, d'essayer d'apporter une réponse à la crise. Et c'est à ce moment-là qu'on va basculer dans la troisième partie de l'histoire, qui va être la résolution. Celle-ci peut être extrêmement rapide, extrêmement brutale, ou au contraire faire l'objet de toute une quête, d'une péripétie, d'aller et retour. Mais d'une façon ou d'une autre, l'objet de l'histoire, ce sera la résolution du conflit ou de la crise par le héros qui va se modifier, trouver des choses et lui permettre de dépasser sa crise. Ça ressemble très fort à ce que vivent nos clients quand on les convainc de changer et de mettre en place les solutions qui vont résoudre les problèmes ou leur permettre, je sais pas, d'accéder à de nouveaux marchés ou de gagner un avantage concurrentiel. Alors, maintenant que vous êtes convaincu que votre objectif, ça va être de créer de bonnes histoires parce qu'elles convainquent vos clients, eh bien, comment est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est s'il vous plaît,
pas de baratin, il n'est pas question pour nous d'inventer des histoires, parce qu'une histoire marche encore mieux quand elle est vraie. Et vous le savez bien d'ailleurs, quand vous voyez une histoire basée sur des faits réels, vous avez beaucoup plus envie de l'écouter. Et donc, une bonne histoire, c'est quelque chose non seulement qui est réel, mais qui en plus contient des éléments négatifs. Beaucoup d'entreprises, quand elles essaient de faire du storytelling, me repeignent l'histoire de l'entreprise en rose, comme si elle avait été parfaite dès le départ. Non, au contraire, ces petites failles, ces petites accroches nous rendent les gens beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus humains. Et donc, comment est-ce qu'on peut effectivement récupérer des histoires vraies? Eh bien, c'est très simple. D'abord et avant tout, renseignez-vous sur les histoires de votre fondation. Vos fondateurs, les gens qui ont fondé votre entreprise, les gens qui ont eu l'idée de son concept, l'ont fait parce qu'ils ont décidé de résoudre une crise, un problème sur un marché. Et donc, en faisant s'exprimer vos fondateurs, vous allez récupérer des histoires qui peuvent être très riches et pleines de sens et qui peuvent expliquer la raison d'être de votre entreprise. La deuxième chose que je vous conseille, c'est aller voir vos clients. Vos clients aussi ont des histoires formidables parce que vos produits ou vos services les ont aidés à traverser la crise. Et rappelez-vous ceci, les héros de l'histoire, c'est vos clients, pas vos produits ou votre service ou votre entreprise. Et donc, allez voir ces clients, allez voir vos clients qui ont des histoires à vous raconter et qui vont vous raconter comment est-ce qu'ils ont dépassé leurs challenges et leurs problèmes. Et peut-être aussi, prenez des clients satisfaits, mais qui ont traversé de vraies zones de turbulence pour avoir des histoires qui sont fortes et qui ont plein de sens et qui montrent l'engagement de votre entreprise. Et puis, de grâce, faites participer les vendeurs, les commerciaux. Je vous garantis une expérience formidable si vous les mettez tous dans une pièce et que vous leur demandez à chacun de raconter des histoires clients desquels ils sont le plus fiers. Et là, non seulement vous allez faire une manne d'histoires extraordinaires de problèmes et d'aventures que solutionnent vos produits ou vos services, mais en plus, à force de les faire parler de ces histoires-là, eh bien, vous allez créer de la motivation, de la conviction et vous allez voir émerger un schéma, toujours le même. Et soyez très attentifs à l'émergence de ce schéma parce que quelque part, ce schéma est justement révélateur de votre why, de votre bien fondé de notre entreprise, de la raison pour laquelle on a tout intérêt à engager cette entreprise. Et surtout, croyez à vos histoires. Et oui, parce que le véritable enjeu, c'est votre transfert de conviction. L'histoire va capter l'attention, elle va créer une brèche dans l'attention de votre client, mais ce qui va donner la force à votre histoire, c'est votre conviction personnelle. Et rappelez-vous ceci, ce qui fait la différence finalement entre une histoire de fiction et une religion, c'est que dans ces deux fictions, l'une des deux est tenue pour vraie par un groupe suffisamment grand de personnes. C'est une religion. Ce sont deux histoires, l'une étant tenue pour vraie. Or, comme je vous le dis depuis toujours, si la foi est la base de votre force de vendre, de votre engagement, alors il faut que vos histoires servent de socle, voire même de religion à votre entreprise et à votre équipe. Et c'est là le plus beau. Ces histoires-là vont souder la culture de votre entreprise et l'envie de vos équipes à venir aider nos héros, les clients, à se sauver de leur crise et de leur conflit. Parce qu'en fin de compte, et c'est ça la beauté de la chose, vendre, c'est aussi faire de nos clients les héros de notre propre histoire. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.